L'OM s'impose 5-0 contre Excelsior Mas-Louis, un premier match amical réussi pour nos Olympiens, surtout la première période, étant donné que la Manita a été réalisée au cours de cette première période, triplé de Mason Greenwood, premier but de Facundo Medina, très belle première d'Angel Gomez. On va justement analyser un peu tout ça parce qu'il y a pas mal de choses à dire, que ce soit autant du système de jeu qu'on a vu en première période, de certaines prestations individuelles. Je vais vous laisser justement, je suis avec Samy et Lilian, je vais vous laisser pour moi vous dire ce que vous avez retenu globalement de cette première prestation amicale et je vais commencer par Samy. Moi, la première mi-temps, elle symbolise l'objectif que personnellement je m'étais fixé, c'est-à-dire garder la colonne vertébrale, garder les cadres pour cette saison, pour repartir sur quelque chose qu'on puisse capitaliser sur les acquis de la saison dernière. Et je trouve que ce qu'on a vu en première mi-temps, ça symbolise beaucoup ça, c'est-à-dire une fluidité dans le jeu, dans les transmissions, dans le positionnement de chacun. On a vraiment vu une équipe qui se connaît et c'est très rare pour être souligné ces dernières saisons à l'OM. Et donc pour moi, cette première mi-temps, c'est vraiment déjà une première réussite de cet été. Pas tant que sur le contenu, parce que le contenu a été excellent, mais surtout sur cet acquis qui est solidifié et qui vraisemblablement ne va pas bouger et sera présent pour la saison prochaine. Et ensuite, sur la deuxième mi-temps, j'ai plus aimé le côté, alors là, c'est beaucoup plus individuel, certaines individualités qui se sont exprimées. J'ai beaucoup aimé Egan Riley, très solide. Bakola qui se dépouillait énormément, qui courait beaucoup. Je trouve que le match de Mopé va souffrir de la comparaison avec ce qu'a fait à côté Robinho Vaz, parce que moi, quand je vois le match des deux joueurs, je me dis que celui qui a le rôle de remplaçant après Aubameyang et Gouiri, il s'appelle pas Neil Mopé, il s'appelle Vaz. Et j'ai également beaucoup aimé Harit, qui a fait des différences, et on a vu le Harit qu'on connaissait. Et j'oubliais aussi André Gomes en première mi-temps, comme un poisson dans l'eau, très juste techniquement, très à l'aise. Il venait récupérer les ballons très bas. Et bien sûr, Medina, on a l'impression, je pense qu'il nous a tous donné la même impression, c'est qu'il est là depuis 10 ans alors qu'il est là depuis 10 jours. Ouais, c'est ça Lilian en fait, si on résume globalement, ce qui est très positif, c'est cette première période, et surtout ces deux recrues qui se sont vraiment fondus dans le tas, hein, dans l'effectif de Roberto De Zerbi, on a l'impression qu'ils étaient déjà là la saison passée. Clairement, c'était une super première mi-temps. L'adaptation, en tout cas, sur ce match amical était très très bien. J'ai énormément aimé Angel Gomez, que ce soit, on en parlera un peu plus après, mais au niveau des transversales, il lâchait le ballon très vite. Il avait aussi un positionnement même défensif, en défense à 3 à droite aussi, ce qui était très intéressant, je pense, pour capitaliser sur l'accélération, qui est quand même costaud, hein, chez les petits gabarits, de toute façon, c'est comme ça. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Donc là, Samy a très bien résumé la première mi-temps. Pour la deuxième, je rajouterai moi Kylian Abdallah, qui a eu du déchet, mais qui a montré du caractère, en fait. Et c'est intéressant parce que forcément, tu ne vas pas tout réussir, mais on avait un joueur qui essayait, qui n'avait pas peur d'échouer. Et je trouve que c'est très intéressant, pardon, chez un jeune joueur. Je suis relativement d'accord avec Samy, donc on va enchaîner pour développer. Globalement, ce qu'on doit retenir aussi, c'est la prestation collective en première période. On a eu un OM qui a monopolisé le ballon, qui a été agressif sans, qui a vraiment bien contrôlé. On a eu quelques séquences assez intéressantes. Par exemple, on avait Højbjerg qui décrochait. J'ai même vu quelques projections de Medina sur le côté gauche. Une équipe qui semble aussi assez fluide, c'est-à-dire au niveau des joueurs. On a pas mal de joueurs qui sont polyvalents, qui peuvent évoluer à plusieurs postes. Enfin, Medina renforce ça, Angel Gomez renforce ça, Gouiri en neuf renforce ça parce qu'on l'a vu pas mal de fois se téléporter sur le côté gauche. Mais c'est vrai que la première impression elle est très positive, c'est qu'on avait un OM qui est rentré très rapidement, très tôt dans le match. Alors oui, c'est une division 3 en face, on est obligé de contextualiser, mais aussi on est obligé de contextualiser que l'OM reprend la compétition, que certains joueurs étaient encore en vacances il y a une semaine et demie. Mais voilà, l'impression en tout cas, elle est très positive sur le plan collectif. Moi, je voulais vraiment souligner ces deux premières d'Angel Gomez et de Medina, parce que déjà, ce qui m'a étonné, c'est que les deux se sont retrouvés très rapidement en situation de but. Je crois qu'Angel Gomez est pas loin d'inscrire un but sur une reprise de volée, sur un retour de corner, mais c'est capté par le gardien. Medina, juste avant son but, il touche la barre, donc il a failli mettre un doublé. Medina qui a apporté tout de suite une présence sur les coups de pied arrêtés. Alors, de mémoire, je ne savais même pas si c'était un joueur qui était fort sur coup de pied arrêté. Il me semblait que oui. Mais en tout cas, il apporte une présence de par son activité et de par le fait qu'il est tout fou. Hein. Que ce soit sur corner, que ce soit même défensivement sans ballon, il fait un retour à un moment qui est intéressant. Il fait preuve aussi d'agressivité sur certaines sorties. Moi, franchement, Medina et Angel Gomez, c'est vraiment les deux joueurs qui m'ont sauté aux yeux parce que les restes, on les connaît, quoi. Le reste, on les connaît.
il faut qu'il fasse attention parce que tu sens qu'à des moments, il peut vriller quand même, Medina. Même là, hein, il était peut-être un peu trop à fond. Bon, après, c'est bien, mais il faudra qu'il fasse attention quand on va commencer le championnat. Mais en tout cas, là, il y a plein de signaux positifs. On a eu beaucoup de sorties de balles très intéressantes. Et ça fait longtemps que, enfin, dans mes souvenirs, je n'ai pas souvenir d'il y a, dans les 5 6 dernières années, un premier match de préparation aussi abouti. Et ça, c'est parce que tu as réussi à garder une ossature conséquente dans ton équipe. Donc vraiment, c'est super. Et moi qui avais, entre guillemets, des petits doutes sur Angel Gomez, là maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux, non pas parce que je ne connaissais pas le joueur, mais l'utilisation qu'on a essayé de faire aujourd'hui, je pense que ce sera un peu ça, dans 3 semaines, un mois, quand on va reprendre le championnat. Je comprends mieux. Je comprends mieux de toute façon. Ça a mis double pivot l'utilisation. On en avait parlé dans notre vidéo présentation qu'on le voyait pas mal dans le double pivot. Ouais, double pivot, positionnement très bas. On n'est plus sur le André Gomez qui joue en 10 au début de son passage à Lille. Mais même dans un 4-3-3, moi je le vois bien en position, cependant en position de relayeur cette fois-ci. Mais pareil, qui vient grappiller les ballons très bas. Mais ouais, ouais, très très bonne impression de sa part. Ouais, Angel Gomez. On avait surtout Greenwood. Greenwood, parce que là, on va un peu rentrer sur les performances individuelles. Il y a un deuxième but qui est absolument magnifique, triplé pour l'international anglais. On a retrouvé un Mason Greenwood sur le côté. Vraiment, encore une fois, incroyable. Vraiment, le deuxième but, je le trouve vraiment somptueux. Bon, après, si on contextualise par rapport à l'adversité, vous les avez trouvés comment en face? Parce qu'à un moment, il y a 3 buts qui se sont enchaînés. Je crois que c'est le deuxième, ou le troisième, le quatrième et le cinquième. Et j'ai trouvé qu'à un moment, ils avaient complètement abandonné en face. Lâché. Troisième division, Même mais physiquement, ils étaient carbo, ils n'avaient pas le ballon, ils n'arrivaient pas à ressortir. Ça a été très difficile. Là, on a vu le gap qu'il y avait entre les deux équipes. Alors, est-ce qu'ils avaient déjà fait un match ou deux avant cette équipe? Ou c'est leur premier match? non, aucun. C'est Charleroi demain qui a déjà joué quelques matchs. D'accord, ben voilà, ben du coup, on a vu qu'ils ne mettaient pas un pied devant l'autre. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais très vite, c'était trop compliqué. En deuxième mi-temps, il y a eu un regain parce que l'équipe est devenue, selon moi, plus faible. Il y avait moins d'automatisme, il y avait moins tout ça, donc ils ont un peu plus eu le ballon à des moments et tout ça, mais c'était très limité. Après, merci à eux d'avoir joué le jeu aussi, hein, mais ouais, il n'y avait pas beaucoup d'adversité. Si on parle plus collectivement, par rapport au système tactique, vous avez aperçu quoi, Samy? Moi, j'ai vu un 4-2-3-1 qui se transformait des fois en... J'avais l'impression, alors je suis pas sûr, en 3-4-3 encore. J'avais l'impression que des fois Murillo rentrait dans l'axe. Enfin, c'était assez hybride parce que des Ouais, fois, symétrique. Medina était très couloir, remontait énormément. J'avais l'impression quand même qu'au niveau du double pivot, on était clairement sur Højbjerg, Angel Gomez. Et puis Ulysse Garcia aussi, souvent intérieur. Donc je sais pas si vous avez un peu compris ce qu'a fait Roberto De Zerbi sur le schéma avec ballon. Vas-y. Bah oui, clairement, ouais, on a vu qu'il y avait beaucoup de latéraux qui rentraient. On a vu que Medina même aussi, enfin, quand on avait le ballon en phase offensive, il restait en centrale avec Balerdi. Donc ce ne sera pas le latéral gauche classique. On a vu qu'Egan Riley, pareil. Alors lui, Egan Riley était plus haut. Il montait beaucoup plus haut. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a pris, puisque lui, il peut jouer milieu de terrain. Je crois qu'il a joué 6 aussi en formation. Donc on Ouais. comprend mieux ça aussi. Là, j'ai l'impression qu'en fait, les choix qu'on a fait sont très réfléchis, très logiques par rapport à ce qu'ils veulent faire. C'est très intéressant parce que avant, on prenait juste les opportunités en se disant OK, voilà. Donc, on a tout ça. On a eu quoi donc, Angel Gomez, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui des fois, en phase offensive, mais que lui n'avait pas le ballon, il reculait pour au cas où s'il y avait un ailier gauche de l'autre équipe qui venait. Ça, c'était hyper intéressant, inattendu aussi. Alors, est-ce qu'en Ligue 1, ce sera ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'idée, j'entends. On a un joueur qui n'a pas peur de faire cet abattage défensif, donc c'est vraiment très intéressant. Beaucoup de mouvements, des trucs qui peuvent déstabiliser l'adversaire, et j'ai l'impression qu'on veut le faire au plus de joueurs possible. On est en train de développer tactiquement même Ulysse Garcia. Donc c'est hyper bien. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir demain. Je ne sais pas si c'est les mêmes qui joueront, je ne pense pas, mais c'est intéressant. Ouais, Samy, il y a aussi Amine Gouiri qui a délivré 2 passes décisives. Tu as pensé quoi de l'international algérien et puis globalement de la première mi-temps de l'OM, si on parle tant sur le plan tactique que sur certaines performances individuelles, des joueurs dont tu as apprécié la performance? Fidèle à lui-même, Amine Gouiri, il était présent dans tous les schémas de jeu intéressants, dans tous les circuits de passe intéressants, toujours avec cette volonté de faire briller ceux qui sont à côté de lui. J'ai vu quelques transmissions qui ont failli aller au bout. Donc je dirais Amine Gouiri, fidèle à lui-même, même s'il n'y a pas eu de but, on ressort sur une impression qui est très bonne.
Par rapport aux autres éléments qui ont évolué au cours de cette première période, je pense qu'on peut également souligner Adrien Rabiot, qui a évoqué dans un poste de numéro 10. On parlait énormément de son positionnement au cours des DLZ, au cours de nos émissions. Quel rôle pour Rabiot? Est-ce qu'il allait être 10? Est-ce qu'il allait être 4-3-3? Il allait être relayeur dans un 4-3-3. Là, j'ai véritablement l'impression qu'il va jouer dans ce poste de 10. Vous pensez quoi de cette utilisation? Est-ce que vous voyez quelque chose à terme sur la saison? Est-ce que pour vous c'est pertinent? Moi je trouve que c'est déjà assez différent de ce qu'on voyait lorsqu'on était dans un système à 3 l'année dernière, où il était vraiment catégorisé sur le half space. Là je le vois descendre des fois très bas. Je trouve des fois qu'il a un jeu assez libre en termes de positionnement, c'est-à-dire qu'il n'est pas 10 fixe, il peut aussi redescendre au milieu. Mais ça c'est globalement, j'ai l'impression, tous les joueurs, parce que même on prend un Pierre-Emile Højbjerg, il y a pas mal de phases au cours desquelles il va se replacer en centrale. On peut prendre Kondogbia également, où c'est aussi le cas. Donc c'est vrai qu'il y a cette polyvalence dans le jeu de Roberto De Zerbi, il y a cette fluidité, et j'ai l'impression que ces recrues justement qui sont arrivées remplacent des joueurs qui n'avaient pas cette polyvalence-là. Par exemple, on peut prendre le cas d'Angel Gomez. Je suis pas sûr que Rongier était capable de se balader dans le poste de numéro 10, quoi. Ce que Angel Gomez peut faire. Medina, pareil. Au poste de central gauche, bah, t'es plus limité quand t'as Cornelius ou Kondogbia qu'un Facundo Medina qui lui peut jouer latéral gauche, qui peut jouer central, et qui je pense même peut projeter au milieu de terrain. Donc c'est vrai que pour l'instant, ce qu'il faut retenir sur toute cette rencontre, c'est cette première période qui est assez intéressante. Maintenant, venons-en à la seconde. Là où l'OM n'inscrit pas de but, est-ce qu'on doit être inquiet vis-à-vis du banc marseillais? Est-ce que c'est juste, voilà, c'est la prépa, c'était une deuxième mi-temps? Parce que moi, sur certaines individualités, j'étais très inquiet. Sur d'autres, rien à foutre. Bah, moi, je suis pas inquiet du tout. Alors, il y a forcément un énorme gap entre l'équipe première et ce qu'il y a eu en deuxième mi-temps. Il y a eu des joueurs qui ont été intéressants. Moi, j'ai aimé Amin Harit. Je trouvais qu'Amin Harit a proposé des choses, a tenté du jeu direct, du jeu un peu moins direct, des frappes. Je trouve que le gardien qui a joué en deuxième mi-temps contre de l'équipe adverse était très bon. Il a fait une bonne mi-temps. Il y a ça aussi, hein, parce qu'on a des occasions, mais il fait des arrêts. Non, Bilal Nadir, j'ai aimé aussi. Il se balade un peu partout. J'ai l'impression que c'était un peu un électron libre, Bilal Nadir, sur ce match. Même un Bakola aussi, beaucoup d'abattage physique. Intéressant, très intéressant. Hein. C'est de la D3, donc en soi, c'est pas mal pour eux. Enfin, surtout pour Bakola. Kylian Abdallah aussi, qui était très intéressant. J'espère qu'on va les revoir sur des matchs de prépa. Je pense qu'il y en a un qui peut peut-être essayer de gratter une petite place sur le banc sur le long terme. Donc, non, non. Après, voilà, l'Irola, par contre, c'était compliqué. Moi, j'ai trouvé Mopé surtout. Moi, c'est surtout Mopé où j'ai trouvé que c'était compliqué. Surtout Mopé, je pense quand même. Mopé en premier, il est Roland en deuxième, en vrai, je pense. C'est ce que j'aurais mis, moi, en flop. Samy, tu avais parlé un peu de Mopé en introduction. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Danilo? Pour moi, on a vu une deuxième mi-temps, on avait deux attaquants de pointe. Enfin, on n'a pas joué avec deux attaquants de pointe, mais je veux dire, sur le terrain, il y avait deux attaquants de pointe, à savoir Neil Maupay et Robinho Vaz. Et pour moi, c'est le jour et la nuit sur ce qu'on a vu ce soir, en tout cas. J'ai trouvé Robinho Vaz très volontaire, à l'image d'un Gurri en première mi-temps. Il était présent dans tous les circuits de passe, des appels en profondeur, des appels un peu plus de haut jeu. Je l'ai vu quelques fois aller même sur la ligne de touche, aller centrer. Alors que Mopé, honnêtement, c'est peut-être le plus mauvais sur le terrain, hein, en deuxième mi-temps. Il a strictement rien apporté. J'avais l'impression d'avoir un plot. Donc voilà, pour moi, ça souffre vraiment de la comparaison qu'on compare les deux joueurs. Après, pour éviter de paraphraser Lilian sur Harit, je vais passer à d'autres joueurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Lilian, t'en as parlé. Abdallah, je trouvais très, comment dire, très incisif sur son coup de rein. Même si on est en début de prépa, je l'ai vu éliminer sur son pied gauche deux, trois fois les défenseurs adverses et ça c'est quand même très, très intéressant. On l'avait déjà vu faire ça. Bakola, que j'ai vu des choses dont je ne soupçonnais pas, je l'ai vu beaucoup courir, un gros volume de jeu. Egan Riley, que je trouve déjà athlétiquement très puissant, il en impose. Je pense qu'il fait peur à pas mal d'attaquants adverses. Et comme je te l'avais dit, je crois qu'on en avait parlé à Riles il y a quelques jours, je pense qu'il va jouer un rôle qu'on ne lui soupçonne pas et il va donner pas mal de maux de tête à De Zerbi, ce joueur. C'est une simple intuition, je le sens très Il est bien. très mobile en tout cas, Et très ensuite, polyvalent Nadir. aussi. Ouais, et pour finir, Nadir, je pense enfin, la plupart des gens, et moi y compris, on lui trouve rien de spécial. Par contre, je trouve que de plus en plus, il est intéressant sans ballon.
ont cette capacité à aller grappiller, à aller ratisser, à aller quadriller le terrain pour aller récupérer des ballons un peu au forceps, comme pouvait le faire un mec comme Rongier. Dans sa capacité à récupérer des ballons, je le trouve très intéressant. Donc je trouve que c'est encore un peu tôt il sera pas, pour moi, ce sera pas un titulaire, mais je trouve qu'il aura un rôle à jouer là-dessus sans ballon. Je vais Lilian, rajouter si vous un voulez truc ajouter sur, quelque chose, ouais. ouais, sur Egan Riley, c'est qu'en plus, Egan Riley n'a pas pris de vacances. En plus, Ouais, c'est vrai. il n'a pas eu C'est de vrai. vacances, donc là, il est prêt, donc ça fait plaisir. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a pris un mec qui est capable de jouer 42 matchs dans une saison, quand même. Ça, c'est une Exactement. certitude. Ça, c'est très bien, même si c'est de la championship, hein, mais c'est très, très bien. On a un mec qui va enchaîner. Je pense que Samy, tu as raison. Je pense qu'on va plus le voir que prévu. Donc j'adore. Et puis, sur ce qu'il a dit sur Nadir, pareil, hein, je pense la même chose aussi. Il progresse de plus en plus. Il a pris du muscle, je trouve. Je Il trouve y a qu'il un a. joueur dont on a oublié de parler en première période, c'est Jonathan Rowe. Vous savez que je ne suis pas son plus grand fan. Bon, après, je ne Ah dis ouais, pas ouais, non plus c'est qu'il est vrai. nul. Je dis juste que j'estime juste qu'il est un peu surcoté par certains supporters qui oublient aussi que la saison passée, sur une bonne partie de la saison, il a servi à rien si c'est pas sur les trois quarts de la saison. J'ai trouvé assez intéressant dans son poste d'ailier gauche. Il a pas mal provoqué, pas mal rentré sur son pied droit. Il marque d'ailleurs Jonathan Rowe, j'ai oublié de le mentionner parmi les buteurs. À l'heure où on parle d'un transfert record pour Igor Paixão, est-ce qu'on pourrait pas se dire que Jonathan Rowe serait plus qu'un simple remplaçant et qu'il pourrait pas venir challenger le joueur qui va venir devant lui? Parce que moi, je l'ai dit encore une fois, c'est pas le joueur que j'apprécie le plus, mais il faut quand même lui reconnaître des qualités, que ce soit en termes de dribble, de percussion. Même, je pense qu'une des choses qui le caractérisait énormément, il y avait une opposition avec lui comparé à Luis Enrique en début de saison dernière, c'est qu'il a énormément de culot. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant, un peu dans la continuité de sa fin de saison dernière, notamment son match au Havre, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, on a une équipe vraiment qui potentiellement peut avoir vraiment de la gueule. C'est ce que je me disais sur le terrain parce que je regardais Medina, je me disais, bon, Medina, de toute façon, on en parlait avec Samy, je disais, bon, Medina, quand il va arriver, pour moi, ça va être un patron, il va pas bouger. Balerdi en défense, donc tu as Balerdi Medina, c'est assez solide. Murillo, le milieu de terrain, on a Højbjerg. Angel Gomez, je pense pas qu'il sera titulaire, mais si tu fais revenir Benacer ou que tu achètes un autre joueur, ça sera solide. Rabiot, franchement, tu rajoutes Paixão et tu rajoutes un central, je trouve que l'équipe, bah, c'est une équipe Ligue des Champions, quoi. Après, est-ce que c'est une équipe huitième de finale de Ligue des Champions? Je sais pas, mais c'est une équipe pour pas être ridicule, en tout cas. Je pense pas que tu seras ridicule. Après, pour Jonathan Rowe, oui, il a fait un super match. Je trouve qu'il a été très intéressant. On sent qu'il a envie. Alors, est-ce que c'est les rumeurs de transfert qu'il y a à côté par rapport au joueur qui va arriver qui fait qu'il est comme ça? Mais c'est pas un poulet sans tête, donc c'est cool. C'est agréable. Je trouve qu'il techniquement, c'était bien, c'était sympa. Il a marqué un joli but. Il aurait pu en mettre d'autres. Non, non, Jonathan Rowe, là, ça peut être intéressant. Après, je m'enflamme pas non plus. Moi, je trouve qu'il est aussi limité malgré ses qualités. Malgré ses qualités, je pense quand même que si ailier gauche il y a, il rentrera peut-être régulièrement, mais ça restera un remplaçant. Je pense que c'est peut-être, pour le moment, je parle, hein, un peu trop juste pour être titulaire indiscutable à l'Olympique de Marseille, malgré Mm. ses qualités de dribble et tout, et surtout qu'on va jouer contre des blocs bas la majorité du temps. Et lui, là où il excelle, je trouve, c'est quand il y a beaucoup d'espace. Il en a En eu tout cas, d'ailleurs, parce que ouais. l'équipe d'en face n'était pas très forte, il en a eu quand même aussi un peu d'espace. Donc bon, voilà. En tout cas, il y avait deux joueurs qui étaient absents de cette rencontre qui se sont en allés vers Rennes, Quentin Merlin et Valentin Rongier. On va en parler dans le prochain DLZ. Petit avis à chaud sur ce transfert qui est estimé à 22,5 millions d'euros. On parle de 5,5 millions d'euros pour notre ami Valentin Rongier et puis une dizaine pour Quentin Merlin. Qu'est-ce que vous pensez de ce deal? Est-ce qu'il est logique, Samy? Bah oui, plutôt logique. On est, en tout cas sur le montant, on est sur deux joueurs qui, on va dire, valent chacun 15 millions d'euros. Mais la situation contractuelle de Rongier fait que bah, c'est plus 15 millions, c'est plutôt 10, voire 9. Donc ça fait baisser sacrément la note et ça te fait atterrir à 22, 22, 23. Donc pour moi, plutôt logique. Après, bon, moi j'ai un arrière-goût assez amer de me dire qu'un joueur comme Rongier bah, restera en Ligue 1, mais ça sera pas à l'OM. Après, il faudra voir, hein. Je pense que l'OM va se renforcer au milieu de terrain, que ça soit avec Benacer ou avec un autre joueur. Personnellement, j'aurais cet arrière-goût un peu amer. Et par contre, pour Merlin, je trouve la vente logique parce qu'on savait qu'entre Merlin et Garcia, il fallait en faire partir un. Et le plus intéressant à faire partir, c'est celui qui a la plus grosse valeur marchande.
Et donc aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les deux sur la valeur marchande. Donc logique. Et puis Garcia, il est là dans un rôle de rotation. C'est ce qu'on lui avait promis depuis le début et c'est ce qu'on lui donne. Alors que Merlin, il était peut-être venu en pensant et on lui avait dit qu'il allait être titulaire. Et finalement, il a quand même pas le niveau pour être titulaire, même si je l'ai défendu. Donc là-dessus aussi, c'est logique. Lilian, sur ces deux transferts? Écoute, assez satisfait. Alors, j'entends que certains disent que c'est pas assez au niveau du prix, mais bon, Rongier, il a quand même 350 000 de salaire à peu près, donc il lui reste un an, donc tu rachètes, tu rajoutes les 2-3 millions en plus la vente de Merlin où tu fais à peu près une opération à zéro au final par rapport au prix qu'on l'aurait payé à peu près. Ça me choque pas, moi Merlin très déçu, c'est un joueur que je suivais depuis peut-être 5 ans, un truc comme ça. Je l'ai connu en U16 ou du U17, je sais plus. Très déçu, je pensais vraiment qu'il pouvait faire mieux. Peut-être qu'il aurait une belle carrière, mais je pense que pour l'OM, pour cet OM-là, c'est trop juste. Et maintenant, pour Rongier, je peux entendre ce que dit Samy. Je pense que Rennes fait un vrai coup avec Rongier. Je pense que moi, je l'ai beaucoup critiqué, mais maintenant, on va faire un petit mea culpa. Rongier est un bon joueur de foot. C'est un bon joueur de Ligue 1. J'ai été le premier à le critiquer, mais on troll un petit peu. Mais je pense que malheureusement, il y a des gens qui le détestent parce qu'il a été mis trop par certains. Oui, surévalué par certains parce Voilà, que il a été justement, il était surévalué. sous-coté pour d'autres. Je me battais entre guillemets contre lui, mais c'est un très bon mec. Il a fait ce qu'il avait à faire chez nous. Il a jamais eu de problème. Donc voilà, je pense que là, il part en disant ok, je donne un peu d'argent à l'OM. Je veux pas aller au clash. Je pense sincèrement qu'il aurait aimé rester. C'est ce que je pense. Je peux me tromper. Mais voilà, tout ça pour dire que, bah, écoute, bonne route. Il fait quand même pour moi partie de l'OM des losers, ce que j'appelle. Voilà, je dis ça en rigolant, mais voilà, il fait partie de cette Et aussi de l'OM de la reconstruction, aussi, on pourrait dire. et aussi un peu l'OM de la reconstruction. Voilà, il a joué un peu partout. On retiendra son match contre le PSG aussi. Moi, ce match, voilà, c'est le match où je me suis dit, ah, peut-être que pour Valentin Rongier, je me suis trompé. Peut-être que c'est un mec qui a le niveau Ligue des Champions, en fait. Donc voilà, là, il va avoir un beau petit projet, un projet pour retrouver l'Europe. Rennes est en Europe, je sais plus. Non, pas du tout. Non, donc ça va être obligé de retrouver l'Europe. Et je pense qu'avec un Valentin Rongier, Rennes peut viser largement une Conference League ou l'Europa League pour la saison prochaine. C'est un très bon coup pour eux. Je pense nous, on avait besoin de l'argent vite pour finir peut-être Wea, pour finir peut-être l'ailier gauche, ou peut-être une autre recrue qui arrivera et Obama. Donc, je comprends l'idée des dirigeants, même si on aurait pu peut-être gratter un peu plus, mais je pense que ça va faciliter des futures transactions avec Rennes. Le fait qu'on soit un peu plus tranquille, alors que eux, l'année dernière, pour Truffert, ils nous ont cassé les pieds. Donc, mais je pense qu'on est en train d'adoucir les relations. Voilà. Exactement, pas mal de Ouais, deals. et entre-temps, il y a eu Guéry. Ouais, Et Ismaël Koné également, et Lilian Brassier, ça fait pas mal de deals avec le board rennais. En tout cas, Rennes, on les retrouvera quant à Merlin et Valentin Rongier pour la première journée de Ligue 1. D'ici là, encore quelques matchs amicaux, le match de demain, le match contre Girona, le match contre Valence, le match contre Séville, et puis un beau match contre Aston Villa. Nous, on se dit à très bientôt sur Massiazone. Il y aura un DLZ pour analyser les 3 recrues qui devraient débarquer à l'OM. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et on se dit à la prochaine, et allez l'OM!